Il fut une figure du groupe humoriste Jalon. Il est journaliste et écrivain. Il est l'auteur d'une biographie très appréciée sur David Bowie, intitulée « Du provocateur au séducteur ultramoderne ». Il a aussi réalisé une très belle édition sur les musiques nouvelles des années 80. Pierre Robin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes ici pour un ouvrage édité sur les éditions Rue Fromentin, l'esthétique contre-cool. Je confirme. Voilà, confirmé. Alors, d'entrée de jeu, vous mettez d'ailleurs tout à fait les choses au point. Vous dites c'est un guide à l'usage de ceux qui veulent échapper à leur époque. Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette époque? Elle est cool. Oui, elle est officiellement cool, elle est de moins en moins dans les faits parce que tout le monde note la tension, les tensions qui la traversent, la violence qui est sous-jacente et qui d'ailleurs jaillit de plus en plus. Mais le discours officiel, semblable en cela à la langue de bois soviétique de la fin de l'URSS, est toujours répété qu'il faut être ouvert, tolérant, décontracté, sympa. Oui, ce petit mot en 2 syllabes peut résumer toute la philosophie menteuse de cette société, et notamment de la société médiatique. Et moi, qui suis peut-être sympa, mais pas très cool, qui ai un certain nombre d'obsessions, j'ai voulu les coucher sur le papier et tenir du compte non seulement du fait que je les aimais, mais qu'en plus elles pouvaient déplaire ou gêner le pouvoir culturel ou médiatique en place. Voilà. Alors, sans jouer le sociologue, les frontières, vous dites, entre le cool consensuel et le contre-cool que vous défendez, ce contre-cool clivant, elles sont, selon vos propres termes, floues, poreuses comme l'espace Schengen, c'est vos propos. Hein, voilà. Qu'est-ce que l'esthétique contre-cool? En quelques mots, comment vous définiriez cette esthétique que vous prônez? Alors, il y a une part de subjectivité et même d'arbitraire. Ce sont des choses ou des gens, des personnes, des lieux que j'ai aimés et que je continue d'aimer car je suis très fidèle en admiration. Et en plus, c'est le bonus ou le complément. Il faut que ces personnages, ces lieux, soient assez mal vus ou difficilement agréés par le pouvoir culturel en place. J'ai beaucoup pensé, en rédigeant ce bouquin, à qu'est-ce que diraient les journalistes de BFM TV ou des Inrecuptibles de ça et de ci que j'aime bien. Et ça aide à structurer en négatif, en creux, si je puis dire, ce qui est contre-cool. Mais encore une fois, la plupart des choses que je défends et que j'illustre dans ce livre, je les aime vraiment au premier degré. Alors on va passer, si vous le voulez bien, à la revue de détail. Vous proposez quelques modèles contre-cool, comme ça va nous aider à bien comprendre les choses. Alors en tête de liste figure, avec d'ailleurs une somptueuse photo dans le film Un flic, de mémoire, une photo de Alain Delon et quasiment à côté d'Alain Delon, Salvador Dali. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous paraît... Il y a Delon, oui. Puis il y a Dali qui est sulfureux. Oui, mais Delon l'est aussi. C'est curieux qu'un monument du cinéma français, incontournable, impérissable, une figure de commandeur, maintenant surtout avec l'âge, soit néanmoins pas très bien vu pour des raisons essentiellement politiques. Il ne faut pas se le cacher. Quand on dit, j'ai lu souvent ou entendu dire, il se prend au sérieux, c'est l'homme d'un seul rôle ou d'un seul visage, c'est faux. Il faut vraiment pas connaître l'œuvre d'Alain Delon quand on a fait à la fois l'assassinat de Trotsky, Plein Soleil ou des films comiques comme Doucement les Basses. On est un acteur polyvalent. On n'est pas figé dans un... Mais cette caricature est à mon avis motivée par des arrière-pensées politiques parce que nul n'ignore que Alain Delon, et c'est en cela qu'il est sympathique, non seulement a des idées assez peu en cours actuellement dans la sphère médiatique, mais en plus n'arrête pas de dire qu'il déteste son époque. Et effectivement, détester son époque, dire qu'on n'est pas content, dire que c'était mieux avant, en tout cas que aujourd'hui c'est pire, c'est vraiment un crime. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que cette époque est décevante, peu attachante et suscite beaucoup de laideur. Rien que pour ça, Alain Delon, effectivement, avait sa place dans le contre-coup, indépendamment de sa stature. Et Salvador Dali ? Salvador Dali, c'est amusant parce que c'est le type même, parce que beaucoup de gens disent, ou de gens à gauche, disent, oui, le progrès, l'ouverture culturelle, l'avancée culturelle, c'est à gauche. Mais j'ai 10 exemples du contraire. Bon, je ne vais pas vous parler de Céline, qui a été le grand rénovateur de la langue romanesque, et on ne peut pas dire qu'il rentrerait dans une case gauche aujourd'hui. Mais Salvador Dali, c'est pareil. C'est un des grands peintres avec Picasso de la modernité picturale, justement. Et c'est quelqu'un qui, politiquement ou métapolitiquement, n'a jamais cessé de proclamer sa fidélité à une Espagne éternelle, impériale et royale, au point même d'ailleurs de s'évader du libéralité et de très concrètement défendre le régime du général Franco jusqu'au bout. Donc ça, en soi, c'est contre-cool. Vous voyez, un avant-gardiste qui est au service du
positions qu'on ne considère généralement pas comme avant-gardistes. Bon, alors je comprends pour Delon et va pour Dali, amendement accepté. Je comprends moins quand même le choix qui est d'ailleurs en une de Gérard de Villiers. Ça va de soi, pour moi en tout cas. Et je pense, parce que alors, Gérard de Villiers, c'est quelqu'un qui a eu énormément de succès. Donc c'est un personnage qui compte dans la culture ou la contre-culture, ou même la sous-culture, si on voudra, de notre époque, et qui n'a pas jamais fait mystère de ses positions, le moins qu'on puisse dire, très peu recasables à gauche. Le regard qu'il jetait sur un certain nombre de régimes du tiers-monde, l'approche effectivement très particulière qu'il a des personnages féminins. Je dis pour rire, mais je ne ris pas tant que ça a été un éveilleur sexuel et géopolitique pour moi, Gérard de Villiers. Vous êtes pris pour le prince Malko ? Oui, SAS. Vous êtes pris pour le prince Malko ? Non, je ne me suis jamais pris pour le prince Malko. Le prince Malko, d'abord, il est blond et il a des yeux pailletés d'or. Je le regrette, mais je n'ai pas atteint cet objectif. Et d'ailleurs, je crois qu'Hubert Védrine, qui était quand même l'homme de la politique étrangère de Mitterrand, me semble-t-il, a rendu hommage au moment de sa mort à Gérard de Villiers en disant que la plupart de ses ouvrages étaient d'une grande véracité, d'une grande plausibilité, parce qu'il se promène dans tous les coins dont l'actualité nous parle. Il a fait des bouquins où on voit Ben Laden comme personnage, il est allé partout. Et c'est quelqu'un qui donc, à partir de cette vision, avait quand même un regard extrêmement réactionnaire, j'emploie le mot réactionnaire à défaut de mieux, sur le monde qui nous entoure. Et ça, c'est quand même mal vu, et ça gêne, et ça blesse aux entournures. Moi, je suis allé aux obsèques de Gérard de Villiers, par exemple, à mi-part respect, mi-part badauderie, pour voir ce que ça donnait. Et j'ai pu constater l'absence de tous les officiels du gouvernementaux, notamment le ministre de la Culture ne s'est pas dérangé. Parce qu'effectivement, Gérard de Villiers, d'un point de vue bourgeois, bohème, ou soi-disant bohème et libertaire, ou en tout cas gouvernemental, ça n'est pas très manipulable. On préfère le tenir à l'écart, c'est gênant. Non. Amendement accepté, on met dans votre panthéon Gérard de Villiers. Reste quand même là, très sympathique d'ailleurs, hein. Love Amour. Pourquoi Love Amour ? À part le fait, comme vous dites, qu'elle était bandante. C'est vrai. Mais justement, cette qualité d'ailleurs totalement assumée, elle était quand même danseuse vedette du Crazy Horse Saloon, ça suppose une certaine plastique. C'est mal vu aujourd'hui par le féminisme ambiant. Elle a assumé pleinement et sans complexe d'être un objet du désir, sinon une femme objet. Et puis il y a aussi les petits incidents collatéraux que je rappelle dans le livre. Je me souviens de l'avoir vu à l'émission d'Ardisson. Elle était face à Arlette Laguillet. Et Arlette Laguillet, à la télé, elle était objet d'un respect universel. C'était la femme courageuse, combattante, révoltée, etc. Y compris ça venait même de bourgeois, tout ce qu'il y a de plus compassé. Elle a dit en face, de but en blanc à Arlette Laguillet, non, vous défendez le communisme, moi je trouve pas ça terrible, pour ce que j'en sais, je suis désolé. Rien que cette prise de position-là, c'est sympathique, parce que c'est quand même faire preuve de courage, de sincérité, d'authenticité. Et d'ailleurs, pour avoir rencontré Love Amour une ou deux fois, je peux confirmer cette impression d'authenticité. Et puis il y a ce côté... C'était mal vu de défendre récemment, encore il y a quelques années, je défendais Love Amour, oui, elle est vraiment, sinon en tout cas, elle est de belle plastique. Mais ça gênait un peu les interlocuteurs que j'avais, qui trouvaient que vraiment c'était trop poupée, trop fantasmatique, ça renvoyait une féminité tellement archétypale que ça les gênait. Ils préféraient Isabelle Huppert, très visiblement. Qui a du charme et du talent aussi, mais bien sûr, mais qui chante moins bien. Pourquoi pas avoir mis dans ce panthéon une nouvelle fois, dans votre panthéon, les deux personnalités suivantes, quand même paraissaient aller de soi, Gérard Depardieu, Brigitte Bardot. Parce qu'Alain Delon remplissait le rôle. On peut dire que Brigitte Bardot, c'est la version féminine d'Alain Delon, tant par sa notoriété, par sa dimension légendaire. Alors effectivement, j'aurais pu en parler, mais là encore, c'était un peu trop évident. Et quant à Depardieu, oui, bien sûr, effectivement. Mais là aussi, il est consensuel. Il est beaucoup plus consensuel, je crois, Gérard Depardieu, qu'Alain Delon. Mais est-ce qu'à chaque fois que ces acteurs sont récupérés ou ces personnalités par le système culturel actuel, on a l'impression qu'ils ne vous intéressent plus? Vous êtes seulement sur les journalistes de minorité, sur les acteurs irréguliers, sur les acteurs réprouvés? Ce qui m'intéresse... Les auteurs réprouvés, pardon? Oui, non, je n'ai pas le conformisme de l'anticonformisme, mais quand même, dans une société aussi conformiste que la nôtre, et aussi de façon aussi détestable, je trouve que ceux qui s'opposent de quelque façon et de quelque ampleur que ce soit à ce conformisme ambiant ont ma sympathie. Surtout quand dans le cas de Brigitte Bardot, dont je déplore effectivement l'absence, ou d'Alain Delon, ça va vraiment dans un sens qui est anti-moderne, anti-progressiste, pour reprendre une expression macronienne, et courageuse de ce fait. Alors, si les personnages contribuent à l'esthétique contre cool, là on commence déjà à la voir s'esquisser, il y a les lieux.
Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce que votre univers, tout d'abord, il ne dépasse pas le périphérique parisien. Non seulement il ne dépasse pas le périphérique. C'est en venant nous voir, là. Oui. Et il ne dépasse pas la Seine, et il ne dépasse sans doute pas une radiale qu'on pourrait penser du côté de Châtelet ou de la rue de Rome, c'est vrai. Mais c'est d'abord parce que j'ai des raisons objectives d'aimer les quartiers que je défends dans ce livre. D'abord, c'est lié au souvenir. J'ai passé une adolescence différée dans le 8e arrondissement avec mon cousin Arnaud, que vous connaissez très bien. Directeur de production. Voilà. Et beaucoup de souvenirs agréables y sont liés. Et d'autre part, je trouve qu'architecturalement, c'est beaucoup plus beau. Il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens ou art déco qui sont mes formes architecturales parisiennes favorites. Il y a beaucoup d'avenues, de larges avenues. Et puis il y a aussi le fait que la population est nettement moins impactée par l'immigration ou par le jeunisme, par le bougisme. Ce sont des arrondissements qui certes ont bougé, mais qui ne sont pas bougistes. Est-ce que fumer fait partie de l'esthétique contre-cool? Parce que, écoutez, quand même, vous me dites... vous prenez tous les quartiers qui sont sans vie, sans âme, sinistres, les quartiers où on ne fait rien pour les jeunes. Les quartiers morts, et vous me dites, voilà, c'est formidable. Et alors là, vous allez jusqu'à l'emblématique avenue Foch. Je vous cite, c'est pour ça que j'ai dit, vous fumez. Bien plus qu'une avenue, une civilisation. Mais écoutez, je ne fais que marcher dans les pas de mon éditeur, Jean-Pierre Montal, auteur d'une biographie de Maurice René et d'un roman qui s'appelle Les années Foch. Lui aussi, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il m'a fait un pont d'or pour arriver dans sa maison d'édition, c'est qu'il partageait les mêmes obsessions parisienne, architecturale et urbanistique. Et effectivement, l'avenue Foch, je n'en suis pas dupe. J'ai dû rentrer dans 3 appartements de l'avenue Foch en 40 ans, ce qui est un taux de pénétration quand même pas très... Mais néanmoins, il y a ce hiératisme. Et puis, c'est toujours pareil. Je vais citer une anecdote que je crois que je la raconte dans le livre. J'avais une amie dans les années 80 à qui son père avait offert un studio avenue Foch. Elle avait bien de la chance. Eh bien, je sais que quand elle allait en séminaire travailler ou voir des amis, elle n'osait pas dire qu'elle était avenue Foch. Ça avait une dimension grand bourgeoise, friquée, pas sympa, alors que si elle avait dit qu'elle était à Montmartre ou dans le quartier latin, ou dans le Marais, ça passait comme une lettre à la poste. Donc il y a ce côté comment dirais-je, pas sympathique, figé et pas très bien vu malgré tout, même si beaucoup de gens aimeraient habiter avenue Foch, parce qu'objectivement c'est assez confortable, qui me séduit. Il y a peu de commerce. Oui, il y a peu de commerce. Vous allez un peu à droite, à gauche, vous en trouverez. Vous avez d'autres quartiers qui sont tout aussi morts que vous définissez, à l'exception du parc Monceau. Le parc Monceau, c'est lié encore une fois à ce séjour que j'ai fait au début des années 80 du côté du métro Villiers, et puis même beaucoup petit, quand on allait voir mon cousin, quand il était vraiment très jeune, et mes cousines, on allait faire des pâtés de sable dans le parc Monceau. Donc je peux revendiquer une très ancienne implantation, encore qu'à Éclipse, dans ce quartier. Mais oui, le 8e, c'est à la fois les Champs-Élysées, qui sont d'ailleurs un lieu... C'est pas très cool. C'est pas très contre-cool, pardon. Mais ça l'a été, ça a été les dépositaires. Bien sûr, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts et là encore une fréquentation qui a beaucoup changé, mais il n'en demeure pas moins que c'est une belle avenue et qui est liée à certains souvenirs que moi je considère comme contre-cool, le cinéma de Melville, une certaine séquence de Fantomas au sommet de la terrasse Martini. Bon, il y a aussi mes souvenirs personnels, les dernières années où c'était à peu près clean, beau, agréable, les Champs-Élysées, je parle du début des années 80, vous aviez une boutique Lido Musique que mon cousin et moi-même visitions à la nuit tombée, où nous enquérions des dernières nouveautés de la New Wave qui nous passionnaient, nous-mêmes avons fait un groupe de musique New Wave, et il y avait ce côté encore un peu étincelant, et d'ailleurs c'était chanté par un groupe pop que j'aimais bien, dans un de ses tubes qui s'appelait Trans-Europe Express, qui disait « Rendez-vous à une Champs-Élysées ». Bon, c'était peut-être déjà mourant à l'époque, mais c'était encore une image d'un certain Paris brillant et festif, au meilleur sens du terme, qui aujourd'hui, bon, évidemment, je suis conscient que ça n'est plus ça. Et est-ce que les quartiers bobos, finalement, répondent pas à cette attente? C'est-à-dire que, finalement, ils recréent l'époque que vous avez aimée? Mais moi, je n'ai pas recréé les Champs-Élysées, je me souviens, c'est différent. Oui, je vois ce à quoi vous faites allusion, notamment les quartiers parisiens, ils reprennent des bistrots à l'ancienne, ils se mettent une casquette de Poulbeau sur la tête et en avant pour les œufs mayonnaise à 10 €. Au fond, boit ça à 5 €. Oui, bon, ça c'est de la reconstitution. Ça prouve d'ailleurs que l'hypocrisie fondamentale de cette société qui chante la modernité, mais se réfugie dans des valeurs et des esthétiques refuges.
Mais moi, je fais pas ça, je vends pas des œufs durs chers. Simplement, je me souviens de ce qui s'est passé. Je regarde encore ce qui peut perdurer d'une certaine image de Paris, hiératique, avec de beaux immeubles, de belles avenues, et même parfois de beaux commerces, même si aux Champs-Élysées, je trouve que ça s'est un peu gâté. Il n'y a plus la succursale Mercedes-Benz, il n'y a plus de certaines galeries. Enfin, vous avez encore la galerie du Lido, qui est vraiment très belle, qui est liée au souvenir d'un ami, d'ailleurs, tout à fait, et qui est art déco. Donc, les Champs-Élysées ont de beaux restes. Mais comme toute chose d'aujourd'hui, y compris les quartiers que j'aime, ils ont été traversés par la modernité ou l'actualité plus exactement, et évidemment ils se sont dégradés. Mais néanmoins, il demeure un fantôme, une certaine idée de Paris dans ces quartiers-là, en tout cas qui m'est cher. Très rapidement aussi, dans les lieux que vous indiquez sont des lieux vivants, il n'y a pas de lieux patrimoniaux, par exemple Notre-Dame, bien évidemment, avant le terrible incendie, des lieux comme cela, ou le Louvre, ou la Tour Eiffel, ou... c'est un caractère d'évidence, oui, ok, bon, moi je préfère le Palais de Chaillot, bon, où j'étais très sensible à l'esthétique art déco. Puis il y a un côté massif, j'allais dire presque totalitaire, pas sympa dans le Palais de Chaillot, qui est très beau la nuit. Surtout j'attire d'ailleurs votre attention que quand je parle des quartiers, je dis souvent visitez-les la nuit, ou je suggère qu'il faut les visiter la nuit, quand il y a peu de monde et qu'il n'y a plus des lumières, c'est là que les fantômes reviennent. Et je suis très sensible à cette esthétique, encore une fois, hiératique, qu'on trouve surtout dans les quartiers de l'Ouest, parce que c'était un laboratoire art déco. Vous allez dans le 16e, ou dans le 17e, ou dans le 8e, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits entre les années 20 et 50. Alors, est-ce que la banlieue, je pose la question pour nous qui sommes en banlieue, est-ce que la banlieue, elle peut être contre-cool quelquefois ? Mais j'en donne des exemples certes réduits, mais je me suis limité, je ne prétends pas à l'exhaustivité. On avait envisagé avec l'éditeur de faire une carte France contre-cool. Mais on n'avait pas assez de connaissance des lieux. On a tout de suite pensé à la ville du Havre. Avec son quartier entièrement rénové par Perret, parce que ça reste encore aujourd'hui une espèce d'architecture stalino-moderniste dont je trouve d'ailleurs qu'elle a une certaine intégrité esthétique, mais on ne connaissait pas assez. Simplement, comme moi je suis aussi né dans la banlieue, et j'ai longtemps vécu dans le Val d'Oise pour être précis, j'ai repéré 2-3 endroits sur mon chemin, notamment cette espèce de stade dans l'île des Vannes à l'île Saint-Denis, qui est reproduit en photo, et qui a un aspect science-fiction des années 50 tout à fait réjouissant. Donc il y a quelques endroits contre-cool. C'est plus dur peut-être à cause des certaines évolutions sociologiques, mais enfin quand même on trouve, quand on cherche, on trouve. Alors dans votre culture contre-cool, le vêtement, enfin, est d'importance. Et alors là, je vous laisse le soin de nous dire quelle est la base minimum d'un vestiaire contre-cool, parce que j'ai cru voir que notre ami Daoud Bourzala, pour Causeur, avait donné l'ensemble des marques que vous portiez, etc. et tout. Et je me suis dit, moi, j'ai pas la force, puis je ne sais pas, je suis Écoutez, je me plains en filigrane ou directement dans le bouquin de ce que j'appelle la dégradation de la rue, de la streetwearisation, pour ne pas dire de la racaillisation des looks, qui affecte d'ailleurs même la bourgeoisie. J'habitais Neuilly dans les années 80, je voyais encore des gens en veste de tweed et des femmes en tailleur. Il semble que ces articles aient disparu, y compris à Neuilly. C'est la streetwearisation avec les Nike aux pieds, les doudounes, des leggings pour les dames, enfin, etc. Et donc, contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a le fondamental, c'est d'avoir des chaussures en cuir, ce qui permet de rompre avec cette espèce ce grégarisme de la pompe de sport. Peut-être attisé d'ailleurs par le succès du foot et du rap. Voilà, je pense que c'est lié quand même. Et puis, il est bien d'avoir une veste de temps à autre. Et puis, on peut avoir certains vêtements emblématiques dont je fais la réclame, comme le trench, ce qui nous renvoie au personnage de Jeff Costello dans Le Samouraï, qui est quand même l'archétype du film contre-cool, par son hiératisme, par son peu de dialogue et par la beauté glaciale d'Alain Delon. Donc voilà, ayez essayé autant que faire se peut de marcher en cuir, si je puis dire, en tout cas pour les hommes et pour les dames aussi. Hein. On ne peut rien avoir des escarpins et des hauts talons, même si ça peut être inconfortable. Et puis ayez des trenchs et une veste. Et vous pouvez porter un jean comme je le porte en ce moment, à condition toutefois. Ah oui, il y a plein d'obligations. Oui, les jeans, ça ne souffre pas l'approximation. Il faut que ça ressemble à un 501, c'est-à-dire bleu sombre avec peu de fioritures. Et vous en trouvez des très peu cher à Monoprix pour 30 €. Donc vous voyez, le contre-cool n'est pas... Voilà, c'était de la pub pour Monoprix. Oui, je tenais à le faire. Oui, il ne faut pas hésiter. Alors après avoir lu ce livre très autobiographique, et avec donc des adresses, et très jubilatoire, je le répète, on se dit quand même que Pierre Robin se veut en rupture radicale avec l'air du temps, et puis d'un seul coup, le doute s'installe quand même, et si tout cela n'était qu'une posture, une forme de snobisme, avec d'ailleurs pour outil la provocation. Oui, mais je ne suis pas pour la provocation, et puis je ne suis pas snob pour deux raisons très simples.
J'aime sincèrement tous ceux dont j'en fais la promotion dans le livre, que ce soit les quartiers, les personnages, les fringues ou les films, parce qu'à la fin du livre, je donne le choix des films, de disques ou même de livres. Donc j'aime ça vraiment au premier comme au second degré. Et deuxièmement, j'aimerais bien que les gens, le maximum de gens aient les mêmes goûts que moi. Donc ça, c'est pas du snobisme. Je serais plutôt... C'est du prosélytisme. Oui, enfin prosélytisme discret et limité, mais quand même, la démarche philosophique, c'est d'aller vers les autres et de dire, écoutez, voilà ce que je vous propose, je trouve que c'est bien, ça serait bien que vous le trouviez aussi. Voilà. Prosélytisme, c'est trop cool. Oui, c'est surtout hors de mes moyens, parce que ce livre a un petit succès, semble-t-il, mais enfin, ça ne va pas non plus être... Plus qu'un petit. Alors, si ce n'est pas du snobisme, n'est-ce pas une nouvelle forme de dandisme, un sentiment d'ailleurs renforcé par la présence du chanteur très dandy et culte, Bertrand Burgala, qui signe la préface, très inspirée d'ailleurs de l'ouvrage. Le dandy se démarque ici par son aptitude de désenchantement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il n'y a pas que les dandys qui sont désenchantés. Pour ne pas être trop désenchanté ou inquiet, aujourd'hui, il faut vraiment soit être très heureux, ce dont je me réjouis, soit être totalement inconscient. Donc oui, le dandysme, je crois que c'est le goût du beau, conjugué à une certaine pauvreté, une certaine précarité. En ce cas, oui, je dois être dandy, parce que je suis quand même dans la précarité assez structurellement. Quant à Bertrand Burgala, oui, c'est un maître dandysme, mais en plus, c'est celui par qui ce scandale est arrivé, parce que sans lui... il n'y aurait pas eu de livre. C'est lui d'abord qui a regardé mes textes sur Facebook, a estimé qu'on pouvait en faire un livre et m'a présenté Jean-Pierre Montal. Donc vraiment, il a tout à fait sa place comme préfacier puisque c'est lui, l'auteur, si je puis dire, qui a déclenché le mécanisme diabolique qui a abouti à l'esthétique contre-coup. Voilà, pour Bertrand Burgala. Et puisque nous en sommes aux reproches, est-ce que l'on ne peut pas vous faire aussi un reproche très simple, c'est de vous traiter de ringard. Vous voyez poindre la moquerie, c'était mieux avant, mon bon monsieur, c'était mieux avant. Non, tout n'était pas mieux avant, et comme je m'intéresse beaucoup au passé, notamment à travers au passé de Paris, j'ai eu l'occasion, en regardant de nombreux films ou documentaires sur le Paris d'avant, non, tout n'était pas mieux avant. Paris était sale, tous les murs étaient noirs, y compris des grands monuments. Je crois que c'est André Malraux qui, à partir de 62, a commencé à balayer tout ça. Vous regardez un film des années 50 avec Jean Gabin, même le Paris chic, c'est pas très... ça pourrait être mieux. Puis vous voyez des tas de gens qui étaient pauvres, mal habillés. Je crois que je cite, enfin je suis pas sûr, je cite Karl Lagerfeld qui a grandi à Paris dans ces années-là. Il était au lycée à Montaigne et on l'interrogeait déjà dans les années 80 sur le revival ou la nostalgie du Paris des années 50 qui se faisait très forte. Il m'a dit... la rue était triste, les gens étaient sales. C'était son verdict du Paris des années 50. Alors, il devait quand même s'y connaître en tant que grand couturier. Vous allez dire aujourd'hui, la rue est sale, les gens sont tristes. Oui, absolument, tout à fait. Mais bon, il y avait quand même un bonus que j'ai connu, non pas à Paris, mais dans ma banlieue. J'ai connu une France provinciale, où il y avait des pauvres, des riches, et puis qui était assez homogène quand même ethniquement. On pouvait penser qu'il y avait... un certain bonheur de vie, une moindre pression. Bon, évidemment, tout ça est subjectif. Mais aujourd'hui, Paris, c'est la tension et la récession, en tout cas la régression, plus exactement, me semble-t-il. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement un inadapté au XXIe siècle? C'est pas grave non plus, ça se soigne. Mais comme vous, cher Martial. Vous croyez? Oui, peut-être bien. Mais vous parlez d'une chair, mais je pense que quand même vous portez un regard sinon contre-cool, du moins assez critique sur la société qui vous entoure. Ou alors je n'ai pas compris. Bon, est-ce que c'est un plaisir pour vous de vous faire des ennemis? À Jalon, le groupe humoriste, vous dirigiez le prestigieux courant de pensée, je précise, qu'il se voulait humoristique, ça n'était pas pour tout le monde, troisième degré, puisque c'était un courant intitulé Nazisme et dialogue, provocation. Oui, mais c'était l'essence même du groupe Jalon qui, je le rappelle, parce que malheureusement, ceci appartient plus aux années 80 et 90 qu'au troisième millénaire, était un groupe satirique formé par des amis, notamment le Basile de Kock, alias Bruno Tellen, à moins que ce ne soit le contraire, et qui s'était donné pour but de parodier et de moquer une société dont d'ailleurs la direction était déjà assez progressiste. Et on avait imaginé, entre autres parodies, de structurer le mouvement en fausse parti politique, fausse tendance politique. Alors vous aviez les royalistes et Restauration rapide, moi j'avais dit l'aile droite, on va appeler ça nazisme et dialogue, qui était égalé Allons-y Franco, puis vous aviez socialisme et barbarie, vous aviez le centre, c'était CDPD, Centre démocratique pour la démocratie, enfin bon, vous voyez le genre. Et donc effectivement, dans ces conditions, j'ai été amené à diriger ça, mais ça ne m'a pas pris beaucoup de temps quand même. C'était un CDD. Là, je vois toujours ce même esprit sur les femmes. Il y a toute une série de citations d'ailleurs, tout à fait savoreuses, je le reconnais bien volontiers. Il y a bien 80 citations, je pense. Il faut les lire les unes après les autres. Mais là, vous citez Dali.
Tiens donc, les femmes n'ont aucun non seulement les femmes n'ont aucun génie, mais elles ont le pouvoir de crétiniser l'homme. Oui, bien sûr. Provocation, vous voyez bien dans le débat actuel. Oui, mais bien sûr, mais évidemment, mais c'est l'essence même de ce livre, c'est de la provocation réactionnaire. Ça se heurte de plein fouet aux idéologies dominantes du moment, c'est bien évident. Ça ne devrait pas vous étonner dans un tel ouvrage. Et David Bowie, la seule sécurité véritable réside dans les extrêmes. Provocation, là encore, comme moteur de vie, finalement, de Pierre Robin. Attendez, il est normal qu'une des stars comme David Bowie ait été dans les extrêmes plutôt que dans le milieu. Bon, il a fini comme un bourgeois new-yorkais, un peu particulier, mais enfin quand même. Mais c'est vrai qu'il a eu des addictions, des fascinations pour le nazisme, qui ont beaucoup défrayé la chronique rock à l'époque. Bon, oui... Quand il dit que les extrêmes ont un intérêt pour l'artiste, ça me paraît évident. Je veux dire, est-ce qu'il existe des artistes centristes? Oui, il y a des artistes officiels, calmes. Mais enfin, David Bowie a tellement exploré, était tellement une figure de l'avant-garde que oui, il s'est frotté aux extrêmes, quitte à en changer tous les 36 du mois. Là, à Paris, le maire du socialiste du 13e arrondissement veut donner le nom de David Bowie à une rue. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, mais pas dans le 13e, parce que le 13e, Pourquoi pour moi, pas dans le 13e? Parce que ça ne me paraît pas un quartier adapté à la dimension glamoureuse, et aussi d'ailleurs à l'histoire concrète de David Bowie. David Bowie, il a beaucoup plus de présence et d'implantation, si je puis dire, dans le 8e. Il a donné une fête lors de son premier concert en 1976 où j'étais au concert, malheureusement pas à la fête, mais et c'était rue Marignan, dans une boîte qui appartenait à Jean-Marie Rivière, je crois. Il a était très fréquemment l'hôte de Plaza Athénée, au hasard de ses tournées et promotions diverses. Il a présenté en avant-première son film de science-fiction, L'homme qui venait d'ailleurs, dans une salle Gaumont des Champs-Élysées. Donc franchement, s'il y a un arrondissement qui devrait faire un effort pour ce grand étranger, c'est plutôt le 8e arrondissement que le 13e. Voilà, donc Pierre Robin qui veut que l'avenue Montaigne prenne le nom de avenue David pas dit Bowie. Ça. Ça serait plutôt avenue Marlène Dietrich d'ailleurs pour l'avenue Oui, Montaigne. tout à fait, absolument. Voilà, mais Marlène Dietrich a tourné avec David Bowie. Voilà, la boucle est bouclée. Pierre Robin, cette esthétique contre-cool, il faut la découvrir. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un bonheur de lire de cela. C'est roboratif. Voilà, merci beaucoup. Roboratif. Bien, merci Martial.